l'exposition universelle de Chicago en 1893, un étrange bâtiment se dresse dans le quartier d'Englewood. Derrière sa façade haute, mais banale, sont enfermés des mystères qui feront frissonner l'Amérique tout entière. Cet édifice, que l'on surnommera plus tard le Murder Castle, à juste titre, n'est pas un simple hôtel comme Holmes le prétend. Mais ça, vous vous en doutiez déjà. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du docteur Holmes. En 1893, Chicago accueille un événement toujours historique, l'exposition universelle. Cet événement grandiose célèbre à cette date précisément les 400 ans de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. L'exposition universelle de 1893, aussi connue sous le nom de World's Columbian Exposition, est l'occasion pour la ville de Chicago de se présenter au monde entier comme la capitale de la modernité. Après le grand incendie de 1871 qui a ravagé une grande partie de la ville, Chicago se relève de ses cendres pour devenir un symbole de la modernité. La construction de l'école d'architecture de Chicago et la naissance des premiers gratte-ciel marquent une époque où l'urbanisme se fait à une échelle jamais vue auparavant. Cette année-là, plus de 27 millions de personnes viennent visiter l'exposition avec des pavillons à la pointe de la technologie, des inventions révolutionnaires comme la fameuse grande roue de Ferris, imaginée par George Washington Gale Ferris Jr., qui fait ses débuts, éblouissant les visiteurs par sa taille et son ingéniosité. Les premières démonstrations de l'électricité en courant alternatif, popularisées par Nikola Tesla et George Westinghouse, illuminent littéralement l'exposition, marquant un tournant technologique majeur pour l'histoire avec un grand H. D'autres innovations captivent la foule, comme le premier lave-vaisselle automatique inventé par une femme, Josephine Cochrane, ou encore les débuts du cinéma grâce aux démonstrations du kinétoscope d'Edison. Ces avancées technologiques symbolisent l'esprit visionnaire de l'époque, et la foule se masse un peu partout dans la ville pour apercevoir les inventions, les inventeurs et les différents pavillons construits pour l'occasion. Mais dans l'ombre de cette grande fête mondiale, des millions de visiteurs venus des quatre coins des États-Unis et du monde entier cherchent aussi un lieu où loger pendant leur séjour. C'est là que Holmes voit une occasion unique de profit, et ce, comme je vous l'ai dit, dès 1887. Mais ce n'est pas seulement un hôtel qu'il a fait construire, c'est un piège grandeur nature pour les innocentes victimes qui viendront chercher un refuge temporaire. Un lieu où ils seront les bienvenus, mais d'où ils ne ressortiront jamais. Pour Holmes, l'exposition représente une opportunité en or pour mettre à exécution ses sombres desseins. Chicago devient une mégapole où il est facile de passer inaperçu. Des visiteurs étrangers, des femmes seules à la recherche d'indépendance, autant de cibles potentielles pour un homme comme lui. C'est dans ce contexte que son bâtiment si particulier prend tout son sens. Situé à Englewood, juste en face de la pharmacie, cet immeuble de presque 3 étages, en effet le troisième ne sera jamais vraiment terminé, est stratégiquement placé pour attirer les visiteurs de l'exposition. Holmes commence la construction de cet hôtel en 1887, mais très vite des rumeurs circulent. Les architectes et les ouvriers se succèdent à un rythme anormal. Holmes engage et licencie sans arrêt. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il veut qu'aucun des travailleurs n'ait une vision d'ensemble de ses plans, c'est ce qu'il dira. Le bâtiment est en fait un vrai labyrinthe. Des couloirs qui ne mènent nulle part, des escaliers abrupts qui s'arrêtent soudainement, des portes qui ne s'ouvrent que de l'extérieur. Plus étrange encore, certaines pièces sont insonorisées, équipées de conduits de gaz reliés à un système centralisé. Une autre salle contient un incinérateur. Pourquoi un hôtel aurait-il besoin de telles installations ? Personne ne le sait. Mais soit, en 1891, 2 ans avant la fameuse exposition universelle, l'hôtel de Holmes ouvre ses portes. Il en fait la promotion comme un lieu accueillant et à la pointe de la modernité. Moi, ma question, c'est quand même comment un petit pharmacien, même apprécié, d'un quartier de Chicago, peut-il se payer la construction d'un hôtel ? Peut-être ses nombreuses magouilles, mais ni vous ni moi, nous n'aurons la réponse.
Il promet des chambres confortables à des prix compétitifs, ce qui attire des voyageurs modestes venus de toute l'Amérique et même des étrangers. Mais ce n'est pas tout. Holmes cible aussi une clientèle plus aisée. Il leur vend des services luxueux, tout en leur proposant parfois des opportunités d'investissement frauduleuses. Le roi de la magouille. Mais à l'époque, on n'est pas démarché 25 fois par jour par des opérateurs téléphoniques ou des vendeurs de fenêtres. Donc, ses propositions alléchantes et son charisme incroyable permettent à Holmes d'escroquer des sommes considérables. Et lorsque ses victimes commencent à demander des comptes, elles disparaissent mystérieusement. Pouf. Une jeune femme nommée Julia Smythe, avec qui apparemment il entretenait une liaison en plus de l'employé, disparaît soudainement. Comme par hasard, pile quand leur relation intime prend fin. Julia semble s'évaporer, emportant avec elle sa fille Pearl. Holmes se prétend qu'elle est partie, je cite, « rendre visite à sa famille », mais personne ne revoit jamais Julia, qui ne reviendra jamais chez elle. Étrange pour cette mère célibataire de ne rien emporter en partant tout de même. Puis, il y a Emmeline Cigrand. C'est une secrétaire que Holmes a courtisée en lui promettant le mariage. Encore une. Emmeline disparaît à son tour, et quand on vient l'interroger, Holmes explique qu'elle a décidé de quitter la ville. Les autorités ne s'alarment pas. Dans une ville aussi vaste, il est courant que des gens changent de vie du jour au lendemain. Entre nous, c'est vrai qu'à l'époque, on quitte son travail plus rapidement qu'aujourd'hui, parce que pour le coup, en traversant la rue, on en retrouve pour de bon. Holmes profite en fait du chaos de l'époque pour couvrir ses crimes. Et pourtant, derrière chaque disparition, un modèle de crime émerge, vous le voyez, hein ? Des femmes seules, souvent jeunes et sans attache, qui tombent sous le charme de cet homme charismatique. Elles ne cherchent pas l'amour, pour la plupart, mais juste un endroit temporaire où loger, ou alors du travail. Pendant que son hôtel fonctionne à plein régime, Holmes continue d'entretenir son image de businessman prospère et de pharmacien de proximité, toujours là pour rendre service. Il se montre aussi dans quelques cercles mondains, participe à des soirées élégantes et fait preuve d'une générosité toute calculée. Parmi les rares personnes qui sont ressorties de l'hôtel, certains racontent avoir entendu des bruits étranges au sein de l'établissement, des cris étouffés, des pas dans les couloirs qui semblaient vides. Mais personne n'ose poser de questions. Holmes, avec son visage avenant et son discours persuasif, inspire de la confiance, mais peut-être aussi de la peur. Les disparitions s'enchaînent et les policiers de Chicago voient quand même bien que ce Holmes est un peu toujours dans le décor. Donc, malgré tout, des soupçons commencent à naître. Lors de la construction, certains fournisseurs se plaignent de ne pas être payés. D'anciens employés mentionnent des événements bizarres, mais Holmes a toujours une explication plausible. Il blâme les retards sur ses employés ou prétend que ses comptes sont temporairement gelés. Ce gars-là ment comme un arracheur de dents. Et peut-être qu'il en arrache des vrais d'ailleurs, derrière les murs épais de l'hôtel. Qui sait ? En 1893, alors que cette fois l'exposition universelle bat son plein, des clients commencent à signaler la disparition de proches. Des parents cherchent leurs enfants, des fiancés écrivent des lettres restées sans réponse. Mais dans une ville où tout le monde est en transit, il est facile pour Holmes de dissimuler les preuves. En effet, ils avaient réservé, mais il ne les a jamais vus. Ou bien ils sont partis plus tôt, et ils ont dit qu'ils iraient voir de la famille. Mensonge, et encore mensonge. Côté perso, le docteur Holmes n'est pas en reste. Le 9 janvier 1894, 5 ans après la naissance de son deuxième enfant, Lucy, il épouse une autre femme, Georgiana Yoke, à Denver, dans le Colorado, alors qu'il est encore marié à Myrta. Une femme dont je vous reparlerai dans le 3e épisode, Minnie Williams, est témoin du mariage. Complètement polygame et continuant ses escroqueries aux compagnies d'assurance, on lui prête alors jusqu'à 7 identités simultanées. Holmes ne laisse rien au hasard. Son hôtel est à la fois une machine à escroquer et un instrument de mort. Il attire des victimes avec des promesses d'amour, d'emploi ou de confort avant de les éliminer méthodiquement. Pour lui, chaque meurtre semble être un moyen d'atteindre un objectif. De l'argent parce qu'il revend des corps aux universités de médecine, une opportunité d'expérimentation macabre ou simplement un plaisir sadique. Mais ce qui rend son cas si particulier, c'est la froideur avec laquelle il mène cette double vie.
Holmes est capable de charmer, de négocier des affaires et de maintenir une apparence irréprochable tout en orchestrant des crimes horribles dans l'ombre. Personne ne pouvait imaginer ce que le petit pharmacien de quartier tramait derrière les murs de son hôtel. Alors que l'exposition universelle de Chicago s'est achevée et qu'il a à ses côtés une nouvelle femme, Georgiana, Holmes commence à sentir la pression monter. Ses créanciers deviennent plus insistants. Il doit pas mal d'argent et des soupçons émergent autour des nombreuses disparitions. Et comme ça papote pas mal dans le quartier, les rumeurs sur son étrange hôtel se multiplient. Holmes décide alors de quitter Chicago pour échapper à l'attention croissante dont il fait l'objet. Il vend son bâtiment et avant de partir, il prend grand soin d'effacer toutes les traces compromettantes qui pourraient rester. Malgré ça, il ne peut empêcher les murmures et les accusations d'émerger lentement et de commencer à le poursuivre. Le Murder Castle reste un symbole du mal orchestré par Holmes. Cet édifice, conçu avec un soin minutieux pour capturer et tuer, est aujourd'hui l'un des exemples les plus terrifiants de l'ingéniosité malveillante de l'être humain. Si certains détails des plans de l'hôtel se sont perdus dans le temps, vous imaginez bien qu'il a tout de même été ouvert et visité. Je dois vous dire que cet hôtel et la vie de Holmes à Chicago n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et pour découvrir le reste, qui, vous allez le voir, ne manque pas d'action, je vous invite à écouter avec attention le 3e et dernier épisode de cette saison 17 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire du Dr Holmes.